Hi my love, c'est Diana, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il me reste des chimios, je suis trop contente. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que on va y revenir. Mais j'ai pas de bonne raison, hein. Comme tous les débuts de vidéo, je m'excuse pour mon absence. Et d'ailleurs, je m'excuse aussi pour s'il y a des changements de lumière parce que c'est le soleil qui fait la pluie et le beau temps. Bah voilà, c'est le cas de le dire. C'est parti. Donc c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps depuis la dernière vidéo et celle-là parce que écoutez, j'avais un peu la flemme, hein. Franchement je suis pas youtubeuse, je préfère vous le dire cash. Je fais des vidéos que je poste sur YouTube mais je suis pas youtubeuse. Je n'ai pas le temps ni l'énergie ni l'envie parfois de m'asseoir et de faire des montages pendant des heures et des heures. Sachant que j'aime bien que ce soit bien fait, donc je vais y passer des heures, hein, quoi qu'il en soit. Et donc voilà, j'avais juste un peu la flemme. Depuis la dernière vidéo, j'ai commencé un nouveau protocole de soins sur 12 semaines. Une chimio par semaine, donc 12 chimios. En tout, donc ça fait 16. Et on est presque à la fin. Et en fait, le simple fait de me dire que là quand j'aurai terminé mes dernières chimios, ce sera littéralement les dernières de mon existence, j'espère. Et donc, j'en ai fait du chemin. J'en ai fait du chemin. Pour la suite du traitement, comment ça va se passer? J'ai rendez-vous en juin avec le chirurgien qui va me dire si on part sur une ablation totale du sein, une mastectomie, ou une tumérectomie qui est l'ablation simplement des tissus qui entourent la tumeur et de la tumeur s'il en reste encore. Donc là, je peux vous dire que bon, je sens plus rien, il n'y a plus vraiment de boule, mais je sais pas, peut-être que c'est dans ma tête, mais je sens toujours quelque chose. Après, il y a les tissus aussi du sein, donc il y a les tissus, je me palpe devant vous, il y a les tissus aussi du sein, donc je confonds un petit peu, mais j'ai le sentiment quand même qu'il reste quelque chose, donc on verra ce que le médecin préconise. Dans les deux cas, je pense que je vais faire un petit break parce que j'en ai besoin. Ça fait maintenant, ça va faire 7 mois maintenant qu'on est dans ça. Et vous imaginez bien que si j'avais dit une vidéo par semaine pendant 7 mois, mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ce type de promesse que je ne peux pas tenir. Mais bon, bref. En tout cas, ça fait déjà presque 7 mois qu'on est dans ça. Je suis dans le 7e mois de cette maladie, entre guillemets, depuis le moment où je l'ai appris et aujourd'hui. Et on a fait du chemin, on a fait du chemin. Donc après le rendez-vous avec le chirurgien et une fois qu'on aura choisi la suite du protocole médical, j'aurai sans doute des radiothérapies à faire et un traitement d'hormonothérapie qui va durer entre 5 et 10 ans. Et c'est là où il va falloir être endurant. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé pendant ces derniers mois finalement. Et j'ai failli mourir. Clairement, j'ai failli mourir. Je vais tout vous raconter. J'ai vécu les pires jours de toute mon existence. Je pense pas qu'il y a pire que ça dans la vie. Genre j'ai simplement souffert. Il y a quelques semaines, environ 15 jours après mon retour d'Abidjan, j'ai commencé à me sentir fébrile et j'ai senti mon corps chauffer. Mais vraiment, genre j'étais pas... On a fait une petite soirée posée, chill et tout. Et j'étais pas là, j'étais pas dedans, je me sentais fatiguée. Déjà même sur la route, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis montée me coucher, avec la panique, je me suis dit, là, je commence à chauffer, 38 de fièvre, c'est pas bon. J'appelle l'hôpital qui me ramène une ambulance et quand l'ambulance arrive, ils prennent ma température et ils voient que je suis à 36. Donc température complètement normale. Donc ils m'emmènent quand même à l'hôpital. À l'hôpital, je me dis, je vais passer 2 heures toute seule. En plus, il était 1 h du matin, je crois. Je vais passer 2 heures toute seule en salle d'attente d'un hôpital. En plus, c'était un peu miteux, on va pas se mentir. Je me suis dit, bon, je préfère continuer la soirée avec mes amis. De toute façon, après, je suis rentrée très vite après. Donc voilà, ça n'a pas duré. Mais je me sentais déjà un peu fébrile. 2 jours plus tard, il doit être 15 h comme ça. Et je sens que ma température monte encore. Je me sentais
sentais déjà fébrile depuis 2 jours. Et là, je sens que ma température monte. Et là, j'avais mon thermomètre sur moi parce que j'ai un thermomètre. J'avais mon thermomètre sur moi et je prends ma température et je vois 37. 37 et quelques. Je me dis, ouh, j'ai un peu de fièvre, mais ça va toujours. 1 heure après, je reprends ma température 38. Là, je me suis dit, ouh, ça commence à devenir tendu. Ensuite, quand j'ai dépassé les 38,5, j'ai décidé de suivre le protocole parce qu'en fait, on m'a donné une fiche avec un protocole à suivre. Si ma fièvre dépasse 38,3 degrés, je dois prendre des médicaments, faire une prise de sang, appeler l'hôpital ou mon médecin traitant et dans le pire des cas, me rendre à l'hôpital. Donc, je suis le protocole. Je prends de l'amoxicilline normale contre les infections, enfin, de l'amoxicilline quoi. Je peux pas vous expliquer ce que c'est l'amoxicilline, je ne le sais pas, mais c'est de l'amoxicilline, tout le monde connaît. Donc, je prends de l'amoxicilline, je vois que ça passe pas, j'appelle mon médecin, et il me dit oui, présentez-vous à mon cabinet à 21h. Je me suis dit 21h si je fais toujours envie, voilà quoi. Et puis j'avais froid, enfin je me sentais vraiment mal. En fait j'étais mal, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être mal dans votre corps. J'étais mal dans mon corps. J'appelle donc l'hôpital, mais alors eux, un accueil, mais glacial. Je les appelle, oui allô bonjour, j'ai de la fièvre. Oui mais vous voulez qu'on fasse quoi nous? Bah vous êtes quand même en hôpital en fait. Je sais pas. C'est à vous justement de me dire ce que j'ai à faire et tout. Et ça coupe. Donc je rappelle, j'ai quelqu'un d'autre en ligne et je lui dis voilà, je suis en pleine chimiothérapie, j'ai une fiche protocolaire qui me dit d'appeler l'hôpital lorsque ma fièvre dépasse 38,3, je suis à 38,5 actuellement. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, on va vous envoyer un mail. J'étais comme quoi, un mail? Genre, il y aura le médicament dans le mail ou il y aura quoi dans le mail? J'ai pas compris. Du coup, je me suis dit, non mais là, ça va pas du tout. Je commence à paniquer un petit peu parce que je me dis, si on m'a donné une feuille qui dit qu'au-dessus de 38,5, 38,3, il y a une procédure à suivre, je me dis qu'il y a quand même un problème. J'appelle les urgentistes et bon, vous connaissez la réputation des urgentistes. Ils sont adorables la plupart du temps, mais au téléphone, c'est vrai qu'ils ont tellement d'appels, je pense que c'est pas les plus agréables non plus. Donc j'ai un mec au téléphone qui me dit oui mais madame, vous n'avez pas une fiche de protocole à suivre, mais est-ce que vous avez fait des prises de sang, mais est-ce que vous avez appelé votre médecin, mais est-ce que vous avez appelé tout ça? Faites-le d'abord avant de nous rappeler. Moi j'essaie d'expliquer calmement au monsieur avec ma voix de malade, hein, genre non mais j'ai déjà fait tout ça. Et là, le mec me dit, écoutez, on va vous envoyer une ambulance, mais là, il n'y en a aucune qui est libre. Donc, on vous enverra une ambulance quand il y en aura une vers aux environs de 18h. Là, entre mon médecin traitant qui me dit qu'il est disponible à 21h, entre l'hôpital qui littéralement n'en a rien à faire de mon cas et qui veut m'envoyer un mail et les urgences, parce que j'appelle SAMU, qui me dit qu'ils n'ont pas d'ambulance libre et qu'ils vont m'envoyer une ambulance lorsqu'il y en aura une disponible. Je me dis, mais en fait, tout le monde n'en a rien à faire de mon cas. Je me suis pas sentie, en tout cas, prise en charge. Là, c'était déplorable, mais ce qui est terrible, c'est que de toute façon, depuis le début de mon processus de guérison, j'ai pas senti une vraie prise en charge des médecins, ni de vraies informations, ni une vraie communication. Mais là, c'était trop, j'étais malade, j'en avais marre. Et j'ai craqué. Il est 16h. Je viens d'appeler mon médecin traitant qui me dit de passer à 21h. La fièvre est à 38,9. Personne ne semble inquiet à l'hôpital. J'ai eu un secrétaire ou je ne sais pas qui d'une nonchalance, vraiment. J'ai eu l'impression qu'ils en avaient rien à foutre. Et voilà, j'essaie de pas paniquer, même si je suis un peu anxieuse. Je vous tiens au jus. Quoi qu'il arrive, je décide quand même de m'habiller et de descendre. Ma chambre est à l'étage, je décide de descendre dans le salon au cas où si l'ambulance arrive, je suis déjà habillée, je suis déjà apprêtée et je vais directement à l'hôpital. Pendant que je suis allongée dans le salon, je me sens de plus en plus mal et j'ai toujours mon petit thermomètre et je prends ma température toutes les 30 minutes et ça grimpe en flèche. Allongée dans le salon, j'étais déjà à 39. Alors j'étais à combien? J'étais à 39, 39,5. Et là vraiment je commençais à divaguer, je commençais à collapse et donc je dis à mon petit frère, bon je t'explique la situation avant de perdre connaissance. Je suis en chimiothérapie, j'ai 39 de fièvre, je me sens très mal, j'ai froid, j'ai mal partout, j'ai l'impression que je vais mourir. Avant que je puisse même plus dire un mot, appelle le SAMU et tu leur dis
que là ça va plus du tout et que je sais pas si je pourrais attendre jusqu'à 18h et puis au pire des cas tu me déposeras à l'hôpital. Mon petit frère appelle et leur met un peu la pression en leur disant mais vous allez venir à quelle heure? Là ça va plus là. Là ça va plus du tout, là on est sur une mort certaine. Peut-être aller 30 minutes après, il y a des pompiers qui sont arrivés et ils ont tout de suite pris ma température. Et là, avec le pistolet qui prend la température là, et là il pointe le pistolet comme ça sur moi, 40. Le gars fait 4 pas en arrière, genre wow, mettez tous vos masques, mettez un masque. Grosse panique, je suis à 40 de fièvre, je suis emballée dans la couette. Le gars me dit, il va falloir retirer la couette, vous avez trop de fièvre, vous pouvez pas, alors que j'ai froid. Il va falloir retirer la couette, vous pouvez pas, etc. Le SAMU arrive dans la foulée, je sais pas combien de temps après, mais le SAMU arrive, mais il n'y a pas de médecin. Donc, ils sont juste là pour me transporter à l'hôpital. Sauf que, avec la période de Covid et ne sachant pas ce que j'ai, ils doivent attendre le médecin qui, lui, va évaluer la situation pour savoir où et comment est-ce qu'on va me transférer. Donc, on attend le médecin qui arrive je ne sais pas combien de temps après, puisque comme je vous ai dit, j'étais déjà dans les vapes. Le médecin arrive, une femme, mais d'ailleurs, si elle regarde un jour la vidéo, je ne saurais jamais assez la remercier. Une femme adorable. En fait, leur façon à tous d'être gentils, de me manipuler avec délicatesse, avec soin, etc. Bon, je me dis aussi, ils devaient flipper si c'était Covid. Mais ils m'ont vraiment manipulé du bout des doigts. C'était vraiment doux, vraiment calme. Tout le monde était calme. Il y avait littéralement 10 personnes dans mon salon, plus mon petit frère, tous autour de moi à s'affairer pour essayer de me transporter, me mettre dans une ambulance, etc. Donc vraiment, à partir de là, je me suis sentie plus en sécurité. Et c'est ce sentiment où tu arrives à l'hôpital et tu te sens mieux, rien que parce que tu sais que si t'arrive un truc là, tu peux potentiellement, tu as moins de chances de... Voilà, tes chances de mourir diminuent. Alors que voilà, quand tu es malade et que tu te sens très mal, surtout que tu collapses, tu penses que tu vas mourir, dès que tu es pris en charge, tout de suite, il y a le stress en moins. Et donc là, je me suis vraiment sentie bien, je me suis laissée aller et arriver dans l'ambulance. Donc ils m'ont vraiment transportée, genre sur les brancards là. Ils sont sortis de mon salon avec le brancard, ils ont descendu les escaliers. Je suis sortie de chez moi allongée sur un brancard. C'était assez impressionnant, mais dès que je suis arrivée dans l'ambulance, là j'ai craqué. J'ai commencé à pleurer parce que déjà tout le monde était super gentil avec moi, ça me touchait énormément et j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? I'm done, j'en ai marre de tout ça. Pourquoi moi? Et c'est vraiment là où je me suis demandé mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça me saoule. Tout le monde pensait que c'était Covid, je pense, à ce moment-là. On arrive à l'hôpital et là, on me fait un test. Donc, comme je suis en chimiothérapie, on me fait un test pour les globules blancs. J'avais mis sur Instagram parfois que je ne pouvais pas faire de chimio parce que mes globules blancs partaient en vacances. La plupart du temps, le nouveau médicament fait que mes globules blancs sont très très bas. Donc, lorsque mes globules blancs sont bas, j'ai un très gros risque d'infection, d'attraper n'importe quelle maladie et potentiellement d'en mourir. Donc, on m'a fait déjà un test de globules blancs, mais avant que les résultats sortent, arrivé à l'hôpital, on m'a mis dans une pièce à l'isolement, comme ils appellent ça. Donc, j'étais isolée, etc. Et on attendait les résultats de mes analyses. Le truc, c'est que je crois qu'on m'a oublié, puisque 5 heures après, j'avais toujours pas été auscultée par un médecin. Et là, je veux pas citer le nom de l'hôpital, mais c'est un hôpital, voilà. Un médecin arrive avec un abaisse-langue. Donc l'abaisse-langue, c'est la petite planche en bois qu'on met sur la langue, comme ça, pour regarder au fond de la gorge. Avec un abaisse-langue, je sais pas d'où il vient, je sais même pas d'où il a sorti. Parce que vraiment, il a fait genre... abaisse-langue, il était peut-être dans sa poche arrière, je ne sais pas. Et ensuite, il a utilisé son téléphone portable, s'il vous plaît, comme lampe pour regarder au fond de ma gorge. Et le gars me dit, on a eu les résultats des analyses, il n'y a rien. Donc vous allez aller faire une radio des poumons. Et s'il n'y a rien, on va vous libérer parce que on n'a rien trouvé, vous avez rien. Donc moi je lui demande, mais comment on peut avoir 42 fièvres et ne rien avoir, c'est pas possible. Il me dit, lui il voit rien et il va voir si à la radio des poumons on voit quelque chose, mais il sera pas en mesure de me garder là parce que je prends une place dans son hôpital. Ok, super. Donc j'attends encore plusieurs heures. Ensuite, je vais à la radio des poumons. Toujours rien. Donc là, le mec me dit, bah écoutez, s'il n'y a rien, on va vous mettre dans le couloir parce qu'on a besoin de la chambre. On revient vous déplacer. Après des heures d'attente, le médecin est venu me voir en me disant qu'il n'y avait rien.
Il ne sait pas pourquoi je suis à 40 de fièvre. Il a utilisé la lampe torche de son téléphone pour me faire les analyses dans la gorge, etc. Il ne pouvait pas m'hospitaliser, que dans ce cas, je devrais attendre dans le couloir d'être transférée peut-être demain matin, sachant il est minuit. Ma fièvre est en train de remonter. Ma perfusion est finie depuis un moment. Je peux dire sans me tromper qu'il m'avait oubliée dans la chambre. J'ai super mal à la tête et à l'abdomen. Je suis désespérée. Je suis désespérée. Je passe la nuit comme ça, l'hôpital qui me prend en charge vient me chercher, je suis transférée, où là, je subis une batterie de tests, toujours rien, toujours rien, toujours rien, toujours rien. Entre-temps, mon ami m'a dit, dis-leur de faire un test de palu. J'en parle au médecin, je lui dis, oui, voilà, comme je vous ai dit, je viens de Côte d'Ivoire, donc ce serait bien de faire un test de palu et tout. Il me dit, ok. La journée passe, le soir, je me sens encore plus mal. Une infirmière vient me voir le soir pour prendre mes constantes. Et je lui demande, alors, est-ce que vous avez fait le test du palu? Elle me dit, quel test du palu et tout. J'ai dit, bah, j'avais dit au médecin de faire un test du palu puisque je venais de la Côte d'Ivoire, ça faisait 2 semaines. Et bah, non, je suis pas au courant. Donc elle va se renseigner, elle revient et elle me dit, ah, ils ont oublié. Sachant que 2 infirmières discutaient, étaient en train de se demander l'une à l'autre, c'est quoi la goutte épaisse en fait. Je pense que ici en France, ils sont pas trop au fait des maladies tropicales en tout cas. Donc je pense que c'est dans ce quiproquo-là que le test n'a pas été fait. Du coup, j'ai passé la journée sous perfusion, mais je pense que c'était des antibiotiques. Le lendemain matin, le médecin revient me voir en me disant « Ah, finalement, on n'avait rien trouvé, mais après avoir fait le test de la goutte épaisse, vous faites une crise de paludisme. » Moi, je me dis, bah, easy, tranquille, si c'est que le palu. Moi, j'ai déjà eu le palu plein de fois. En Côte d'Ivoire, on soigne ça chap. Donc, je me suis dit, ok. Et donc, le gars me dit, vous serez encore transféré dans un hôpital spécialisé en infectiologie et en maladies tropicales. Je me suis dit, ah oui, c'est sérieux quand même. Mais bon, je suis rassurée. Et là, donc, vers 14 h le jour même, une ambulance vient me chercher et me transfère donc dans un autre hôpital. Où là, ma santé dégringole. J'arrive, je suis à 40,9 de fièvre, presque 41. Et là, je commence à divaguer, rien ne va plus. Rien ne va plus. Sachant qu'on m'avait donné un médicament juste avant de monter dans l'ambulance, que j'avais vomi dans tous les... Rien n'est resté. Et je vomissais jaune en plus. Désolée pour les détails, mais rien n'était resté. Quand j'arrive, je suis à 40,9 de fièvre. Et là, ça ne va plus. Parce que là, ils me refont encore une batterie de tests. Je pense qu'en une semaine, j'ai dû subir peut-être une 20aine de prises de sang. Ils cherchent même si mon cathéter n'est pas infecté ou quoi. Ils sont à côté de la plaque en fait, alors que j'ai le palu, donc soignez-moi pour le palu. En fait, à Abidjan, ça va tellement vite quand on a le palu. T'as le palu déjà, quand tu te sens fébrile. Bon, là-bas, la grippe, le rhume, c'est pas comme ici où c'est saisonnier. Là-bas, bon, tu peux avoir la grippe ou un rhume. Mais voilà, c'est pas des maladies que tu attrapes comme ça au pif. Mais le palu, c'est vraiment une maladie, voilà, ça se transmet par les moustiques. Il y a beaucoup de moustiques en Afrique, ou en Côte d'Ivoire en tout cas, qui est un pays très humide. Et donc là-bas, t'as le palu, chap, 4 médicaments, en une semaine, c'est réglé quoi. Mais là, batterie de test sur batterie de test sur batterie de test, j'en pouvais plus. Et au bout de 5 heures où je suis allongée là, malade, mal, on m'a pas donné un médicament ni mis sous perf, parce qu'on considérait que comme on ne savait pas ce que j'avais, on ne pouvait pas me donner de médicaments. Parce qu'en fait, la première fois, donc quand je vous disais que la première fois, je me sentais mal chez mon ami, en fait, j'avais pris un Doliprane qui avait fait tomber la fièvre. Donc, le Doliprane, en fait, a faussé peut-être le diagnostic du médecin que j'ai rencontré ce soir-là. C'est pour ça qu'on ne m'a pas donné de médicaments jusqu'à être sûre de ce que j'ai. Et ça a duré 5 heures pendant lesquelles, je ne vais pas me mentir, j'ai demandé à Dieu de prendre ma vie. Parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais déprimée. En fait, je voulais quitter mon corps une seconde pour avoir un peu de répit, pour avoir mon mal nulle part, pour arrêter d'avoir mal, surtout. Parce que j'avais mal partout, je ne saurais même pas vous expliquer. Ma tête était comme ça, mais un mal de crâne. Non, je crois les maux de tête comme ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est un mal de crâne. Rien n'allait. Finalement, c'est un palu.
J'ai été transférée 2 fois après 3 jours de souffrance. Ma température est à 40,7. Je n'ai toujours pas reçu un seul médicament contre le palu. Je n'ai toujours pas reçu un seul traitement contre le palu. Quand je me plains que j'ai mal, les médecins ignorent ma douleur. J'ai jamais autant souffert de ma vie. Jamais, jamais. Finalement, c'est dans cet hôpital que je vais être soignée. Et que je vais être traitée pendant 1 semaine en soins intensifs. On m'a donné des médicaments à la chloroquine et un peu de booster de forme, quoi. Donc au bout d'1 semaine de paludisme, au bout d'1 semaine où j'ai fait des prises de temps presque toutes les 2 heures, j'ai rencontré, je vais pas en parler maintenant, il y aura une autre vidéo. La prochaine vidéo de toute façon sera sur la prise en charge. Les médecins que j'ai rencontrés dans cet hôpital, il y en avait un désagréable qui passait son temps, pendant que j'avais 41 de fièvre, à me dire « Oh, vous vous calmez là? Oh, vous vous calmez là ?» Putain, j'en ai marre. Déjà, dès que je suis arrivée, il a dit un gros mot, je me suis dit « Ah, lui, on va pas s'entendre. » Et il a dit « Ça me casse les couilles. » Il a dit « Ça me casse les couilles parce que j'étais censée être dans la chambre 308 et que la 308 était occupée et qu'on m'a mis dans la 305. » Ça lui a cassé les couilles. Ok mec, ok. Mais désagréable au possible. Et même quand je me sentais mieux, il a dit « Bah vous avez meilleure mine, hein. Quand vous êtes arrivé, c'était pas comme ça, hein. Vous aviez meilleure mine maintenant. » Dude. Anyway, en tout cas, je vais beaucoup mieux. Je suis complètement guérie du palu. Je pense même que les palus que j'ai eu avant n'ont pas été complètement guéris. Ça reste toujours un peu dans le foie. Et le palu, c'est une maladie très vicieuse qui attend que tu sois très fatigué ou très affaibli pour te catch. Et donc voilà quoi. Mais vraiment terrible, 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 terrible. J'ai clairement meilleure mine. Clairement. Je suis complètement guérie. Je suis contente de rentrer. J'espère ne plus jamais être hospitalisée de ma vie. Et j'aime pas du tout. Aujourd'hui, je me sens très très bien. Je suis très contente de vous avoir parlé. Je suis très contente de vous avoir raconté ça. La prochaine vidéo arrivera plus vite que celle-là. Et on aura le temps de débattre. Si vous avez des questions que vous voulez que je pose la prochaine fois, lorsque je vais appeler toutes ces associations de soutien pour les personnes au cancer pour voir ce qu'elles proposent, mettez-les moi en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je fais un petit coucou à Aïcha qui m'a fait une petite cagnotte pour me soutenir dans mes projets futurs. Et donc je vous mettrai aussi le lien. Là, mettez ce que vous pouvez ou ne mettez rien ou juste partagez, ça me fera très plaisir. Ça me fait déjà tellement plaisir de voir tout le soutien que je reçois. Et j'en profite aussi pour vous remercier à fond parce que je suis en train de voir le bout du tunnel et je pense que c'est grâce à tout le soutien que je reçois. Je suis très très heureuse d'avoir une petite communauté, mais une petite communauté très active, très soudée et qui me demande beaucoup de mes nouvelles et qui est toujours là pour moi. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et j'essaierai de faire des vidéos plus souvent. La prochaine vidéo sera un peu plus soft parce que comme on va appeler des gens et tout, ce sera marrant. Mais donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime fort. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Mais see you, love you.